Après que mon grand-père millionnaire soit décédé et m'ait tout laissé, mon ex-femme infidèle, qui m'avait quitté pour son nouvel amant, a essayé de me poursuivre en justice pour l'argent. Quand je suis entré dans la salle d'audience, mon ex-femme a levé les yeux au ciel, mais le juge s'est figé. « Attendez, les accusations sont contre vous, a-t-il dit. Ils n'ont jamais su qui j'étais vraiment. » Le matin où je me suis assis dans la salle d'audience 14 au 4e étage de la Cour supérieure du comté de Suffolk à Boston, Massachusetts, je portais le même costume gris que celui que je portais à l'enterrement de mon grand-père. Non pas parce que je voulais être théâtral, mais parce que je voulais me souvenir exactement de la raison pour laquelle je me battais. Sabrina était déjà assise à la table du demandeur quand je suis entré. Elle s'était coiffée comme elle ne le fait que lorsqu'elle veut faire bonne impression. Des ondulations lâches, des mèches coûteuses, le genre d'effort qui prend 2 heures et est censé paraître sans effort. Son avocat, un homme nommé Preston Gallagher, était penché près d'elle, lui chuchotant quelque chose. Sabrina a ri de ce que c'était, puis a levé les yeux et m'a vu. Elle a levé les yeux au ciel, un vrai roulement des yeux théâtral et délibéré, du genre qui dit « Tu ne vaux toujours pas mon attention sérieuse ». Je me suis assis à côté de mon avocate, Margaret Hahn, et je n'ai rien dit. C'est ce qui s'est passé 30 secondes plus tard que je veux que vous vous souveniez. L'honorable juge David Fairfield a pris son siège, a organisé ses papiers, a regardé le dossier de l'affaire devant lui. Il a lu pendant environ 10 secondes. Puis il a levé les yeux, a regardé la table de Sabrina, puis a regardé la mienne, puis a de nouveau regardé ses papiers. Il a dit, et je veux citer ceci exactement, « Maître, je suis confus. Ces accusations sont-elles portées contre M. Hartwell? Ou M. Hartwell est-il intimé dans une action reconventionnelle ?» Preston Gallagher s'est levé avec assurance. « Votre honneur, ma cliente, Madame Hartwell, est la plaignante dans cette action. Nous demandons une distribution équitable de... » « Je comprends la requête, a dit le juge Fairfield en le coupant. Il m'a de nouveau regardé, puis a baissé les yeux sur le dossier. « Monsieur Hartwell, je dois m'assurer que je lis ceci correctement. Les accusations de faute financière, de dissimulation d'actifs et de fraude. Celles-ci sont contre vous. » Margaret Hahn a parlé la première. Elle l'était, votre honneur. Nous aborderons chacune de ces plaintes dans un instant, mais ce qui est peut-être plus pertinent ce matin est la demande reconventionnelle que mon client a soumise lundi. Le sourire de Sabrina n'avait pas bougé, mais celui de Preston Gallagher si. Le juge Fairfield s'est adossé à son fauteuil. « Oui, je vois cela. » Il a regardé Sabrina, puis son avocat. « Je veux être absolument certain que tout le monde dans cette salle comprend dans quoi ils se sont engagés aujourd'hui. » Ils ne comprenaient pas. C'était tout l'intérêt. Laissez-moi commencer par le début, car si je ne le fais pas, vous ne comprendrez pas pourquoi je ne regrette rien de ce qui s'est passé dans cette salle d'audience. Pas une seule seconde. Je m'appelle Julian Hartwell. J'ai 43 ans. Je suis le directeur de la technologie d'une entreprise de cybersécurité de taille moyenne appelée Vantage Systems, dont le siège est à Cambridge, Massachusetts, à environ 4 miles du centre-ville de Boston. Nous avons 61 employés, un contrat fédéral avec le département de la Défense, et une réputation dans notre industrie que j'ai mis 14 ans à bâtir, une décision minutieuse à la fois. Avant tout cela, cependant, j'étais juste le petit-fils de mon grand-père. Mon grand-père, Raymond Whitfield Hartwell, avait 81 ans quand il est mort un jeudi matin de fin octobre dans la chambre de sa maison dans l'ouest du Massachusetts, une ville à environ 16 miles à l'ouest de la ville où les maisons ont de longues allées et où la vieille fortune est discrète. Il avait vécu dans cette maison pendant 43 ans. Il avait bâti sa première entreprise, une affaire de fournitures industrielles, dans un garage à Framingham en 1971. Au moment de ma naissance, il était déjà riche. Au moment où j'étais assez grand pour comprendre ce que la richesse signifiait, il était le genre de riche dont les gens chuchotent aux enterrements. Je veux vous dire qui était mon grand-père avant de vous raconter ce qui s'est passé avec Sabrina, parce que les deux choses sont liées d'une manière qui va avoir de l'importance. Raymond Hartwell n'était pas un homme qui dépensait de l'argent pour montrer aux gens qu'il en avait. Il conduisait une Volvo de 12 ans. Il portait des chemises en flanelle de L.B. Il cultivait des tomates chaque été dans un carré potager surélevé qu'il avait construit lui-même derrière la maison et les apportait aux voisins dans des sacs en papier brun. Il est allé chez le même barbier à Weston pendant 30 ans, un homme nommé Earl. Et quand Earl a pris sa retraite, mon grand-père a pleuré. De vraies larmes, debout sur le trottoir devant le salon de coiffure.
Il était l'être humain le plus authentique que j'ai jamais connu. Il valait aussi, discrètement et sans fanfare, environ 47 millions de dollars. La plupart des gens qui connaissaient mon grand-père ne connaissaient pas le chiffre. Ils ne le diffusaient pas. Il ne vivait pas à la hauteur de ce chiffre. Il vivait comme un homme qui avait travaillé toute sa vie de ses mains et qui s'était retrouvé par hasard dans un endroit inattendu. Il donnait de l'argent régulièrement et en privé, à des églises, à des organisations communautaires, à des personnes qui en avaient besoin et qui ne sauraient jamais d'où il venait. Son comptable m'a dit un jour que suivre ses dons de bienfaisance, c'était comme essayer de documenter les précipitations. C'était constant et ça venait de partout. Lui et moi avions une proximité particulière. Mon père, son fils, était un avocat qui avait passé la majeure partie de mon enfance dans son bureau ou dans des avions. Et ma mère était une femme qui faisait de son mieux, mais qui était constitutionnellement dépassée par la plupart des choses. Mon grand-père était le pilier, celui qui était présent. Il venait à mes expositions scientifiques. Il s'asseyait dans le froid à mes compétitions d'athlétisme au lycée. Quand j'ai été accepté au Massachusetts Institute of Technology en informatique, il a conduit jusqu'à Cambridge avec moi, m'a aidé à monter des cartons sur 3 étages. Puis m'a emmené dîner dans un restaurant sur l'avenue Massachusetts où nous avons mangé de la tarte pendant 1 heure et il m'a raconté des histoires sur la première fois où il a négocié un accord commercial. C'était ma personne, tout simplement. J'ai épousé Sabrina Kellner quand j'avais 36 ans et elle 32. Nous nous étions rencontrés par des amis communs lors d'un événement de l'industrie dans le district de Seaport. Elle travaillait dans l'organisation d'événements d'entreprise et elle était à l'événement à titre professionnel et j'étais là parce qu'un de nos investisseurs avait insisté. Elle était vive, drôle et elle riait de choses qui étaient réellement drôles plutôt que de choses qui étaient censées être drôles, ce que j'avais toujours trouvé rare. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans et je pensais savoir qui elle était. Mon grand-père l'a rencontrée 3 fois avant que nous nous mariions. Chaque fois après, il était courtois et gentil avec moi à ce sujet. Il ne disait pas grand-chose. Il demandait comment les choses allaient. Il me demandait si j'étais heureux. Il m'a dit que j'étais un bon juge de caractère dans ma vie professionnelle et il espérait que j'appliquais les mêmes normes à ma vie personnelle. Je pensais qu'il était juste un grand-père. Je n'ai compris ce qu'il essayait de me dire que bien plus tard. Le mariage s'est bien passé pendant les 4 premières années. Pas spectaculaire, pas le partenariat profond que j'avais imaginé en prononçant mes vœux lors de la cérémonie à Brooklyn, mais fonctionnel. Sabrina était douée pour la vie que nous avions construite ensemble. Nous avions une maison en grès brun sur Commonwealth Avenue. Nous voyagions 2 fois par an. Nous organisions des dîners avec des gens de nos 2 industries. Elle avait son travail. J'avais le mien. Nous coexistions avec chaleur et des périodes régulières de connexion authentique. Puis l'entreprise a commencé à bien marcher, très bien. Quand Vantage Systems a décroché le contrat fédéral lors de la 5e année de notre mariage, tout a changé. L'argent qui l'accompagnait a changé l'échelle de ce que nous faisions. Nous avons embauché rapidement. Nous nous sommes développés. J'étais à Washington DC 1 semaine sur 2. J'étais à San Francisco. J'ai été à Bruxelles 2 fois en un seul trimestre. J'étais partout, sauf finalement chez moi. Je veux être honnête à ce sujet. J'ai examiné les années de mon mariage avec autant d'honnêteté que possible. Et je ne pense pas avoir été un mauvais mari, mais j'étais un mari absent. Je me suis laissé absorber par la construction de quelque chose et je me suis dit que la vie que nous avions était durable selon les termes que nous avions fixés. Je me suis dit que Sabrina comprenait ce que cette phase d'une entreprise exigeait. Je me suis dit que les dîners que nous avions les soirs où j'étais à la maison et les voyages que nous faisions en janvier et juillet suffisaient à maintenir ce que nous avions construit entre nous en tant que 2 personnes. Je ne prêtais pas assez attention. Et au moment où j'ai commencé à remarquer les signes, le mal était déjà fait. Les signes ressemblaient à de petites choses isolées. Sabrina avait toujours été chaleureuse quand je rentrais de voyage, intéressée, engagée, posant des questions sur ce que j'avais fait. Quelque part dans la dernière partie de la 4e année et au début de la 5e, cette chaleur est devenue quelque chose de plus performatif. Elle posait les questions, mais elle n'attendait pas les réponses. Elle était présente au dîner, mais sa présence avait une qualité de maintenance, comme quelqu'un qui parcourt une liste de contrôle. Elle a commencé à aller à la salle de sport à des heures étranges. Elle a commencé à garder son téléphone face contre la table sur le comptoir de la cuisine d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. J'ai remarqué tout cela.
Je les cataloguais sans y donner suite, ce qui est ce que je fais. J'observe et j'attends d'avoir assez d'informations pour me faire une image. L'image est devenue claire un mardi soir de fin mars. Il s'appelait Derek Caulfield. Il avait 39 ans, consultant financier dans une entreprise du quartier financier, quelqu'un que Sabrina avait rencontré lors d'un événement client qu'elle avait organisé dans un hôtel du Back Bay. Je n'ai rien su de lui pendant 3 mois. Je l'ai découvert de la manière dont la plupart des gens le découvrent, non pas par surveillance, non pas par un détective privé, mais par un moment de visibilité accidentelle. Je suis rentré d'un voyage à Washington DC un jour plus tôt parce que mon vol avait été avancé pour s'adapter à une réunion reportée. Et je l'ai entendu au téléphone dans la cuisine et je suis resté dans le couloir pendant environ 30 secondes. Le ton de sa voix, sa douceur spécifique, la façon dont elle riait de quelque chose doucement comme si le rire n'était destiné qu'à une seule personne. 30 secondes ont suffi. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai posé mon sac près de la porte, j'ai fait un bruit pour qu'elle sache que j'étais à la maison, et j'ai attendu. Elle est apparue de la cuisine 30 secondes plus tard. 30 secondes, vous remarquerez, est une unité de temps très spécifique, avec un sourire qui était précisément 3% plus chaleureux qu'il n'aurait dû l'être. Nous avons cuisiné ensemble, ou plutôt elle a cuisiné, et je suis resté au comptoir et lui ai tendu des choses, comme nous l'avions toujours fait. Nous avons mangé. Elle a parlé de sa semaine, d'un client dont le lieu de réception avait été doublement réservé, d'un fournisseur qui avait envoyé le mauvais linge pour un événement au Mandarin oriental. J'ai écouté. J'ai posé des questions de suivi au bon moment. J'ai dormi 6 heures et je me suis réveillé à 4h45 du matin avec la clarté particulière qui vient après que votre corps a traité un choc. Il ne l'a pas encore tout à fait transmis à votre esprit conscient. Ce sentiment d'eau froide et claire où tout semble très précis et où le chemin à suivre s'annonce sans drame. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose à mon sujet. Je ne suis pas un homme qui agit rapidement dans une crise. Je travaille dans la cybersécurité. Toute ma vie professionnelle est fondée sur le principe que l'information n'est utile que lorsqu'elle est complète. Que vous ne répondez pas à un incident tant que vous n'en comprenez pas toute la portée. J'ai appliqué le même principe à mon mariage. J'ai passé 6 semaines à recueillir des informations. Non pas parce que je cherchais à détruire Sabrina, bien que je comprenne pourquoi cela semble naïf étant donné ce qui est arrivé plus tard, mais parce que j'avais besoin de comprendre la forme de la situation avant de pouvoir décider quoi faire. J'ai parlé à un avocat. J'ai organisé ma documentation financière. Je me suis assuré de comprendre ce que je regardais. Ce que j'ai trouvé au cours de ces 6 semaines n'était plus qu'une liaison. Sabrina avait, au cours des 14 mois précédents, transféré environ 230 000 $ de notre compte joint vers un compte dont j'ignorais l'existence. De petites sommes, à des moments irréguliers, le schéma de quelqu'un qui comprenait que les transferts constants sont signalés. Elle n'était pas naïve à ce sujet. Elle déplaçait de l'argent avant de déposer de nouveaux fonds, le synchronisant pour le confondre avec des dépenses ménagères légitimes. C'était patient et méthodique, et cela m'a dit que cela avait été planifié depuis longtemps. J'ai été dans des salles où des contrats fédéraux de plusieurs millions de dollars étaient en jeu. J'ai témoigné devant des sous-comités du Congrès sur les vulnérabilités en matière de cybersécurité. Je me suis assis en face de personnes qui essayaient activement de me tromper pendant que j'essayais activement de comprendre ce qu'elles cachaient. Rien de ce que j'ai jamais fait professionnellement ne m'a préparé à ce que j'ai ressenti en m'asseyant à table en face de ma femme et en comprenant qu'elle m'avait géré comme un actif. J'ai demandé le divorce un mardi matin. Mon avocate, Margaret Ehan, l'a fait signifier à Sabrina à son bureau au Prudential Center à 10h15 du matin. J'étais en réunion avec notre agent de liaison du département de la Défense quand c'est arrivé. Je connais l'heure exacte parce que Margaret m'a envoyé un texto. Papier signifié. Son avocat prendra contact avant la fin de la journée. J'ai terminé la réunion. Puis j'ai conduit jusqu'à Weston. Mon grand-père était dans son bureau quand je suis arrivé, assis dans le fauteuil en cuir qui était dans cette pièce depuis avant ma naissance, lisant un livre sur les chemins de fer de la Nouvelle-Angleterre du XIXe siècle. Il portait sa chemise en flanelle, et ses lunettes de lecture étaient baissées sur son nez, comme toujours quand il était plongé dans quelque chose. Je me suis assis en face de lui et je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Il avait toujours été l'un des meilleurs auditeurs que j'ai jamais connus. Le genre d'auditeur qui vous fait sentir que ce que vous dites est la seule chose qui se passe dans le monde. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment.
Puis il a dit, je veux que tu entendes quelque chose, Julien. Le fait que tu aies construit quelque chose qui vaille la peine d'être volé en dit plus sur toi que le vol n'en dit sur elle. Puis il a enlevé ses lunettes, les a pliées et les a posées sur la table d'appoint. J'ai pensé à certaines choses, a-t-il dit. J'aimerais voir mon avocat cette semaine. Tu devrais probablement le savoir avant que les choses ne se compliquent. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Avec mon grand-père, on apprend à laisser l'information arriver au rythme qu'il a prévu. Il est mort cette semaine plus tard, paisiblement dans son propre lit, dans sa propre maison, comme il avait toujours dit qu'il le voulait. La lecture du testament a eu lieu un lundi de décembre dans les bureaux de son avocat, Thomas Connelly, sur Newberry Street. Mon père était là, ma tante et son mari, un cousin que j'avais vu 2 fois au cours de la dernière décennie, et moi. La maison a été léguée à une fiducie de préservation avec des instructions pour qu'elle soit maintenue comme une résidence privée plutôt que d'être développée. Son véhicule est allé à son neveu. Un fonds de bourse d'études qu'il avait créé à l'université du Massachusetts à Boston a reçu une dotation. Plusieurs personnes ont reçu des legs spécifiques, des gens que je ne connaissais pas, qui, j'ai appris plus tard, étaient des gens qu'il avait aidés discrètement au fil des ans. Les intérêts commerciaux, le portefeuille d'investissement, les actifs liquides, environ 44 millions de dollars au total, m'ont été entièrement laissés. Mon père, à son crédit, n'a rien dit pendant un long moment. Puis il m'a dit l'année dernière qu'il allait faire ça. Je ne le croyais tout simplement pas entièrement. Ma tante a demandé une copie du document. Je suis rentré chez moi en silence, je me suis assis dans le garage de mon immeuble pendant environ 20 minutes, puis j'ai appelé Margaret Ehan. Sabrina a appris l'héritage avant que je ne le lui dise. Je ne sais pas comment. L'explication la plus probable est que quelqu'un au bureau de Connelly en a parlé à quelqu'un qui en a parlé à quelqu'un. Boston est une ville plus petite que les gens ne le pensent quand il s'agit des cercles où les avocats et l'argent se croisent. Elle m'a appelé le lendemain matin de la lecture du testament. La procédure de divorce était déjà en cours. Nous avions dépassé le stade des conversations qui commencent par « il faut qu'on parle ». Mais c'est exactement comme ça qu'elle a commencé l'appel. Je suis au courant de l'héritage, a-t-elle dit. J'ai dit, je sais que tu le es. Je pense que nous devrions reconsidérer la procédure de divorce à la lumière de tout cela. Je veux vous donner la vraie version de ce qu'elle a dit parce que la version édulcorée ne capture pas ce que c'était réellement. Elle a parlé pendant environ 3 minutes. Elle a parlé des années que nous avions construites ensemble, du partenariat, de la façon dont elle avait soutenu ma carrière à travers ses débuts difficiles. Elle a parlé de la façon dont l'héritage changeait le calcul de ce qui était juste. Elle a utilisé le mot équitable 2 fois. Elle n'a pas mentionné Derek Caulfield une seule fois. Quand elle a eu fini, j'ai dit, je ferai savoir à Margaret que tu as appelé. Elle a raccroché. Le procès est arrivé 12 jours plus tard. C'était en surface une pétition pour la distribution équitable des biens matrimoniaux. Rien d'inhabituel dans une procédure de divorce et rien d'extraordinaire en soi. Mais l'avocat de Sabrina, Preston Gallagher, avait construit le dossier autour d'un ensemble de plaintes qui étaient, je vais être franc, des fabrications. L'allégation principale était que je m'étais livré à une faute financière pendant le mariage, spécifiquement que j'avais dissimulé des actifs, que j'avais structuré la rémunération de Vantage System de manière à minimiser sa part dans le divorce. Et que j'avais exercé une influence indue sur mon grand-père dans les mois précédant sa mort pour m'assurer d'être nommé son héritier principal. Cette dernière, je veux m'attarder un moment sur celle-là. La suggestion que j'avais manipulé un homme de 81 ans. Un homme qui avait passé 60 ans à forger son propre jugement, qui avait regardé les situations avec plus de clarté que quiconque que j'ai jamais connu, qui m'avait dit en face qu'il pensait à mettre à jour sa planification successorale le soir même où je lui ai parlé du divorce. La suggestion que j'avais fabriquée, ce résultat était la chose qui m'a fait comprendre qu'il n'y avait aucune limite à ce que Sabrina était prête à prétendre. La réponse de Margaret Ehan quand je l'ai appelée était mesurée et professionnelle. D'accord, a-t-elle dit. Construisons la demande conventionnelle. Si vous regardez depuis un moment, faites-nous une petite faveur. Abonnez-vous et appuyez sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Cela ne vous coûte rien et signifie tout pour nous. Merci sincèrement. Maintenant, continuons. Ce que Sabrina ne savait pas, ce qu'elle n'aurait pas pu savoir parce que je ne le lui avais pas dit, parce que ce n'était pas pertinent pour notre mariage pendant que nous y étions, c'était ce que je faisais réellement chez Vantage System.
Directeur de la technologie est le titre. La réalité est plus compliquée. Quand j'ai cofondé Advantage il y a 8 ans avec mon partenaire commercial Nat Eljean, nous avons structuré l'entreprise d'une manière spécifique. Nat détient le titre de président-directeur général et gère les relations avec les clients et les opérations externes. Je dirige tout ce qui est technique, tout ce qui est opérationnel, et je détiens la participation majoritaire dans l'entreprise, 54%. Le contrat fédéral, qui représente maintenant la plus grande source de revenus de notre entreprise, existe grâce à une architecture technique que j'ai personnellement conçue et proposée dans un processus d'appel d'offres concurrentiel. Sabrina avait été présente à suffisamment de dîners et d'événements d'entreprise pour savoir que Vantage se portait bien. Elle ne connaissait pas les détails de ma participation au capital. Elle ne savait pas ce que valait l'entreprise. Plus important encore, elle ne connaissait pas l'arrangement dont mon grand-père et moi avions discuté la nuit où je me suis assis avec lui dans son bureau. 6 semaines avant sa mort, Raymond Hartwell avait révisé ses documents successoraux avec Thomas Connelly. Ces révisions avaient été faites en sachant que mon mariage se terminait. Sachant que le paysage financier de ma vie était sur le point de se compliquer, et sachant avec la prévoyance tranquille que mon grand-père appliquait à tout que ce qu'il me laissait pourrait devenir une cible. Les documents que Thomas Connelly avait rédigés comprenaient quelque chose appelé une disposition de fiducie discrétionnaire, une structure qui, en vertu de la loi du Massachusetts, protégeait les actifs hérités d'être classés comme des biens matrimoniaux soumis à une distribution équitable. Les actifs que mon grand-père m'a laissés ont été placés dans une fiducie dont j'étais le seul bénéficiaire, structurée de manière à me donner accès et contrôle tout en les plaçant clairement hors de portée d'une procédure de divorce. Mon grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Il avait 3 longueurs d'avance sur une situation qui ne s'était pas encore pleinement matérialisée. C'était qui il était. La demande reconventionnelle que Margaret Ehan a soumise à la Cour supérieure du comté de Suffolk le lundi précédant l'audience ne se contentait pas de répondre aux affirmations de Sabrina. Elle abordait chacune d'entre elles directement avec des documents. Les allégations de faute financière ont été entièrement démantelées par 4 ans de bilan d'entreprise audité, examiné et signé par un cabinet comptable indépendant. L'allégation de dissimulation d'actifs a été traitée avec une divulgation complète de la structure de la fiducie et de la base juridique de sa classification en vertu du droit des successions du Massachusetts. L'allégation d'influence indue a été répondue par le témoignage sous serment de Thomas Connelly, une copie certifiée conforme des documents successoraux révisés datés de 6 semaines avant la mort de mon grand-père et une lettre que mon grand-père avait écrite pour être incluse dans ses dossiers successoraux. Une lettre dans laquelle il expliquait de sa propre main, en phrases complètes, que sa décision de me laisser sa succession avait été prise en pleine connaissance de cause, sans pression de quiconque et après des décennies de réflexion approfondie sur qui, dans sa famille, avait montré les valeurs qu'il voulait que son héritage soutienne. Il avait écrit cette lettre en sachant qu'elle pourrait être nécessaire un jour. J'ai beaucoup pensé à cette lettre. Il y avait une dernière pièce, la pièce que Preston Gallagher n'avait pas vue venir et n'avait pas pensé à se prémunir contre. Les 230 000 $. Quand j'ai découvert les transferts pendant ces 6 semaines de documentation avant de demander le divorce, je n'avais pas immédiatement agi sur cette information. Je l'avais préservée, cataloguée, fait examiner et certifier les registres par un comptable judiciaire, puis j'avais laissé le processus de divorce commencer sans en parler parce que Margaret Ehan avait conseillé, à juste titre, que le moment d'utiliser cette information n'était pas lorsque j'essayais de me sortir du mariage, mais si et quand l'autre partie intensifiait les choses. Le procès de Sabrina était l'escalade. La demande reconventionnelle incluait en pièces jointes la comptabilité judiciaire complète des transferts, date, montant, compte de destination, et la documentation reliant ce compte au contrôle personnel de Sabrina. Elle incluait une analyse certifiée du comptable judiciaire et une demande de renvoi au bureau du procureur de district du comté de Suffolk pour un examen pénal. 230 000 $ déplacés méthodiquement et délibérément sur 14 mois d'un compte matrimonial joint sans ma connaissance. Ce n'est pas une procédure de divorce. C'est un crime. Je veux vous parler du matin de l'audience. Je me suis réveillé tôt, 4h53 du matin. Je suis resté allongé quelques minutes, puis je me suis levé, j'ai fait du café et je suis resté à la fenêtre de ma cuisine à regarder Commonwealth Avenue dans le noir. La rue était vide, à l'exception d'un camion de livraison qui descendait la rue. Boston au petit matin a un silence particulier, le genre de silence de ville qui n'est pas vraiment le silence, juste les sons réduits à un registre gérable. J'ai pensé à mon grand-père. J'ai pensé aux chemises en flanelle, à la Volvo et aux tomates dans des sacs en papier.
J'ai pensé au restaurant sur l'avenue Massachusetts où nous avons mangé de la tarte et il m'a raconté des histoires. J'ai pensé à la dernière fois où je me suis assis avec lui dans son bureau et à la façon dont il avait dit. J'ai pensé à certaines choses avec ce calme particulier qui signifiait qu'il avait déjà décidé. J'ai pensé à la lettre qu'il avait écrite pour être placée dans son dossier de succession. La lettre qui disait qu'il m'avait choisi à cause de ce que je lui avais montré sur mes valeurs, sur qui j'étais. J'avais la responsabilité d'être la personne que mon grand-père pensait que j'étais. J'ai mis le costume gris et j'ai conduit jusqu'à Copley, jusqu'au palais de justice. Laissez-moi vous ramener à l'intérieur. Le juge Fairfield avait passé environ 45 secondes à lire la demande reconventionnelle après que Margaret en ait parlé. Pendant ces 45 secondes, Preston Gallagher est resté très immobile. Sabrina était assise, le dos droit et les mains jointes, et je l'ai regardée parce que je voulais voir le moment exact où elle comprendrait. Maître, dit le juge Fairfield, en regardant Preston Gallagher. Je veux m'assurer que je lis ceci correctement. Votre cliente a déposé une plainte pour faute financière et dissimulation d'actifs contre M. Hartwell. Et la demande reconventionnelle de M. Hartwell comprend un examen comptable judiciaire et un renvoi au bureau du procureur de district concernant, laissez-moi trouver le bon langage ici, un transfert systématique non autorisé présumé de fonds matrimoniaux communs. Votre honneur, commença Gallagher. Laissez-moi finir. Le juge Fairfield regarda à nouveau les documents. Les montants documentés sont importants. La période de documentation est de 14 mois, et le renvoi a déjà été soumis. Il leva les yeux. Votre cliente était-elle au courant de la comptabilité judiciaire avant ce dépôt? Il y eut une pause. Ma cliente maintient. Je n'ai pas demandé ce que votre cliente maintient. J'ai demandé si elle était au courant. La pause cette fois fut plus longue. Sabrina se pencha et chuchota quelque chose à Gallagher. Il écouta, puis regarda de nouveau le juge. Nous n'étions pas au courant des détails de la demande reconventionnelle avant sa réception. Alors je vous suggère fortement, dit le juge Fairfield, que votre cliente et son conseil prennent une pause pour examiner ce qui a été soumis avant que nous ne procédions à l'une des plaintes de la demanderesse, car ce que je regarde change considérablement la nature de cette procédure. Il me regarda un instant. Je soutins son regard et ne dis rien. Monsieur Hartwell, dit-il doucement. Je vois que vous avez également soumis une pétition pour le recouvrement intégral des fonds transférés avec intérêt dans le cadre du règlement du divorce. Est-ce exact? C'est exact, votre honneur. Il hocha la tête. Très bien, nous allons prendre une pause de 30 minutes. 30 minutes, c'est un laps de temps spécifique, pas assez long pour élaborer un plan. Assez long pour comprendre la forme de ce qui se trouve devant vous. Je l'ai passé dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience avec Margaret. Elle était calme, comme elle l'est toujours, ce à quoi j'avais prêté beaucoup d'attention lorsque je l'avais choisie. Comment pensez-vous qu'ils vont réagir, ai-je demandé. Gallagher est un avocat intelligent, dit-elle. Il ne poussera pas les plaintes initiales aujourd'hui. Il demandera un ajournement pour examiner, ce que le juge accordera, mais le renvoi pénal ne s'arrête pas pour un ajournement civil. C'est déjà en cours. Que advient-il de la fiducie? La disposition de la fiducie est inattaquable en vertu de la loi du Massachusetts. Les actifs hérités dans une structure de fiducie discrétionnaire ne sont pas soumis à une distribution équitable. L'avocat de votre grand-père l'a exécuté correctement. Il n'y a rien qu'elle puisse atteindre. J'ai regardé par la fenêtre au bout du couloir. Boston en fin de matinée. Ciel gris de novembre sur les bâtiments bas du South End. Elle va essayer de contester le renvoi pénal, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Elle essaiera. Sa réussite dépendra de ce que le bureau du procureur de district décidera de faire avec ce que nous avons soumis. Margaret fit une pause. Mais Julian, la documentation est très claire. Le rapport des comptables judiciaires est très approfondi. Vous avez été prudent. J'ai eu un bon professeur, ai-je dit. Elle m'a regardé. Votre grand-père? Il a passé 40 ans à construire les choses avec soin. On n'arrive pas à 47 millions de dollars en étant négligent. Elle a presque souri. Quand nous sommes retournés dans la salle d'audience, Preston Gallagher s'est levé et a demandé un ajournement de 60 jours pour examiner les pièces de la demande reconventionnelle. Le juge Fairfield en a accordé 30. Puis quelque chose s'est produit que je n'avais pas anticipé et que je me souviendrai longtemps. Le juge Fairfield a regardé Gallagher et a dit, « Maître,
je veux être très direct avec vous sur quelque chose. Les plaintes dans votre dépôt initial sont des plaintes sérieuses. L'influence indue sur un défunt dans la formation d'une succession est une allégation importante. Avant de poursuivre avec ces plaintes à l'audience ajournée, je veux que vous ayez examiné tout ce que votre conseil adverse a soumis, et je dis bien tout. Et je veux que vous soyez prêt à défendre le fondement de chaque plainte avec spécificité parce que je poserai des questions. Il fit une pause. Je n'ai aucun intérêt à ce que ce tribunal soit utilisé comme un mécanisme de harcèlement dans une procédure de divorce. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Gallagher a dit qu'il comprenait. Le juge Fairfield a levé la séance. Je me suis levé, j'ai redressé ma veste et j'ai ramassé mon dossier sur la table. Je n'ai pas regardé Sabrina. Je n'en avais pas besoin. Margaret m'a touché le bras. C'était une bonne journée, dit-elle doucement. Pas encore fini, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Non, mais une bonne journée. Voici ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, et je veux le parcourir précisément parce que les détails comptent. La procédure civile s'est poursuivie pendant 6 semaines après l'audience initiale. Lors de la deuxième comparution, Gallagher a retiré 2 des 3 plaintes initiales, l'allégation de faute financière et l'allégation de dissimulation d'actifs. La plainte d'influence indue a été considérablement réduite et finalement rejetée lorsque Thomas Connelly a témoigné et lorsque la lettre que mon grand-père avait écrite a été versée au dossier officiel. Le renvoi pour comptabilité judiciaire a progressé séparément. Le bureau du procureur de district a examiné les documents que Margaret avait soumis et a ouvert une enquête formelle. Je veux être prudent sur ce que je dis ici. Le processus est en cours et je ne veux pas parler de résultats qui n'ont pas été formellement déterminés. Ce que je dirais, c'est que la documentation a été examinée, les transferts ont été confirmés, et l'enquête a établi que les mouvements étaient systématiques et délibérés. Le règlement du divorce civil a été conclu sans retourner au tribunal. Les plaintes de Sabrina ayant été considérablement affaiblies, Gallagher a négocié à partir d'une position significativement affaiblie. Le recouvrement de 230 000 $ a été inclus dans les termes du règlement. Les actifs hérités, la succession de mon grand-père, la structure de fiducie qu'il avait si soigneusement construite, sont restés entièrement intacts. La participation d'Avantage a été évaluée comme étant d'origine prénuptiale et non sujette à division. J'ai quitté le mariage avec ce que j'y avais apporté, plus 14 ans de travail, plus l'héritage de mon grand-père. Sabrina est partie avec ce à quoi le règlement lui donnait droit, moins 230 000 $, moins les frais d'avocat, moins les conséquences d'une enquête qui avait été renvoyée à des personnes sur lesquelles je n'avais aucun contrôle. Derek Caulfield, j'ai appris plus tard d'une connaissance commune, avait déménagé à Austin, au Texas, au printemps. Sabrina n'avait pas déménagé avec lui. Je vais vous parler du dimanche après la finalisation du règlement. J'ai conduit jusqu'à Weston, à la maison de mon grand-père, qui était maintenant entre les mains de la fiducie de préservation, bien que l'on m'ait accordé des privilèges de visite à vie dans le cadre de la structure de la fiducie. J'avais une clé. Je suis entré par la porte latérale et j'ai traversé la maison lentement. Le bureau était exactement comme il l'avait laissé, son fauteuil en cuir, la lampe qu'il avait depuis les années 1970, les étagères de livres qu'il avait lus et annotés au crayon. Le jardin potager surélevé était visible par la fenêtre du bureau, vide maintenant et couvert du gris de fin novembre. Je me suis assis dans son fauteuil. Je ne suis pas un homme religieux au sens formel du terme. Mais je suis resté assis dans ce fauteuil pendant environ 1 heure et j'ai parlé à mon grand-père. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai dit que tout ce qu'il avait préparé avait fonctionné. Je lui ai dit que la manière prudente dont il avait fait les choses, la manière silencieuse, méthodique et anticipée, avait protégé ce qu'il avait construit. Je lui ai dit que je comprenais maintenant pourquoi il avait dit ce qu'il avait dit sur le fait d'être un bon juge de caractère. Je lui ai dit que je pensais que je m'améliorais dans ce domaine. La maison était complètement silencieuse. Dehors, la lumière de novembre faisait ce qu'elle fait en Nouvelle-Angleterre, basse, nette et honnête. Aucun sentiment dedans. J'ai regardé le jardin vide pendant un moment. J'ai pensé aux tomates dans des sacs en papier, à un restaurant sur l'avenue Massachusetts, à de la tarte et à des histoires sur la première affaire commerciale. J'ai pensé à une lettre de son écriture reposant dans un dossier judiciaire du comté de Suffolk, disant à un juge qu'il m'avait choisi à cause de ce que je lui avais montré sur mes valeurs. Je ne sais pas si c'est ce que l'on ressent quand justice est faite.
Je ne sais pas s'il y a un mot simple pour décrire le fait que la personne que vous avez le plus aimée au monde prenne soin de vous au-delà de la fin de sa propre vie avec la même rigueur silencieuse qu'il appliquait à tout quand il était en vie. Je sais que je me sentais reconnaissant, profondément, spécifiquement, personnellement reconnaissant, pas pour l'argent, pas pour l'issue de l'audience, mais pour la preuve que j'avais été connu, que quelqu'un avait regardé comment je vivais et avait porté un jugement à ce sujet. Que la personne dont je faisais le plus confiance au jugement dans le monde m'avait confié l'œuvre de sa vie. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut chiffrer. Ce n'est pas quelque chose qu'un tribunal peut accorder ou enlever. C'est juste ce que c'est que d'avoir été aimé par quelqu'un qui prêtait attention. Mon nom est Julien Hartwell. J'ai 43 ans. Je suis le directeur de la technologie d'une entreprise que j'ai co-construite à partir de rien et l'héritier d'une fortune que je n'attendais pas et le petit-fils d'un homme qui conduisait une Volvo de 12 ans. Cultivait des tomates dans des sacs en papier et déjouait discrètement tous ceux qui essayaient de diminuer les gens qu'il aimait. Je me suis assis dans une salle d'audience à Boston dans un costume gris un matin de novembre et j'ai regardé un juge lire un document que l'avocat de mon grand-père avait préparé 6 semaines avant sa mort. Et j'ai regardé l'autre côté de la salle comprendre lentement, puis tout d'un coup, qu'ils étaient entrés en pensant qu'ils savaient quel genre d'homme j'étais. Ils n'ont jamais su qui j'étais vraiment. Ils n'ont jamais compris de quel genre de personne je venais. Maintenant, ils le savent.